pense avoir compris K-pop Demon Hunters. C'est le problème parce que ce film cache des choses en pleine vue. Des détails que votre cerveau ignore activement pour que l'histoire puisse fonctionner. Et une fois que vous les remarquez, vous ne vous sentez pas plus intelligent. Vous vous sentez mal à l'aise parce que ça veut dire que quelque chose a été retiré. Et vous n'étiez jamais censé le chercher. Donc, mettez le film sur pause avec moi, non pas pour trouver des secrets, mais pour voir ce que l'histoire a discrètement effacé. Et la première chose qu'elle efface, c'est un visage. Au début du film, les chasseurs de démons originaux apparaissent juste à temps pour empêcher des âmes humaines d'être dévorées. C'est cadré comme un sauvetage, des héros qui arrivent à la dernière seconde, mais mettez sur pause le moment où ils se lèvent. 3 chasseurs, seulement 2 montrent leur visage. La leader non. Pendant que les autres laissent leurs cheveux découverts, la leader porte un large chapeau, jetant son visage dans l'ombre. Pas pour le style, pas pour le mystère, pour la distance. Dans les histoires, les héros se révèlent. Seulement les gens qui s'attendent à des conséquences restent cachés parce que cacher son visage ne concerne pas la peur. C'est l'autorité. Maintenant, coupez au souvenir de Jinwoo dans le palais. L'empereur, l'impératrice. Regardez attentivement. L'impératrice ne ressemble pas juste à la leader des chasseurs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la continuité. On nous dit que les chasseurs de démons deviennent plus tard des figures publiques, des voix avec de l'influence, des idoles que les gens écoutent, ce qui change le sens de ce premier sauvetage. Parce que si l'impératrice a fondé les premiers chasseurs, ce n'était pas juste de la protection, c'était de l'organisation. Les chasseurs n'étaient pas nés, ils étaient sélectionnés, choisis par quelqu'un qui comprenait le pouvoir assez bien pour ne jamais se mettre en première ligne. Le film ne dit jamais ça à voix haute. Il n'a pas besoin de le faire, parce qu'une fois que vous remarquez le chapeau et ensuite remarquez le trône, ça ne ressemble plus à la naissance de héros. Ça ressemble au début d'un système, un qui continue de fonctionner même après que les visages changent. Le film le présente comme de la mode. Manches longues, col haut, couche. Rumi ne s'habille pas comme quelqu'un qui s'exprime. Elle s'habille comme quelqu'un qui contient quelque chose. Même chez elle seule, elle porte toujours un col roulé sous un hoodie. Ce n'est pas du confort, c'est une habitude. Maintenant, figez le passage aux tenues de combat noires. Mira et Zoé portent des matériaux plus légers. Épaules ouvertes, espace pour respirer. Rumi non. Ses épaules sont scellées sous du cuir épais. Renforcé, lourd, délibéré. Ce n'est pas une armure pour l'impact. C'est une armure pour l'exposition. Parce que ce qui se trouve en dessous n'est pas juste dangereux pour les ennemis. C'est dangereux d'être vu. Et remarquez ce que le film fait ensuite. Un seul costume a une capuche. Celui de Zoé. Rumi ne cache pas son visage. Elle cache son corps. Zoé cache sa tête, ses réactions, sa peur. 2 genres différents de protection. Rumi n'a pas peur d'être jugée. Elle a peur d'être révélée. Et une fois que vous voyez ça, sa tenue cesse d'être de la mode. Elle devient un avertissement que l'histoire refuse d'expliquer. Zoé est cadrée comme la mignonne. Des vêtements doux, des couleurs vives, des pyjamas tortus. Quand un personnage sourit toujours, l'histoire vous entraîne à arrêter de l'interroger. À la fin du film, elle porte toujours quelque chose de mignon. Un hoodie avec un tigre dessus. Sauf que ce tigre n'est pas le sien. Zoé ne le rencontre jamais. Alors pourquoi le porte-t-elle? Parce que le hoodie ne concerne pas le tigre. Il concerne à qui appartenait le tigre. Le tigre était celui de Gu, pas un accessoire, un compagnon. Après que Gu l'a envoyé quand il se lie avec Rumi, Gu meurt et soudainement le tigre n'a plus de sang. Maintenant, regardez attentivement la scène finale. Les dents du tigre sont plus propres qu'avant, ce qui veut dire que quelqu'un le nourrit, le brosse, en prend soin. Et ce n'est pas la personne qui a le plus perdu, c'est Zoé. Zoé ne s'attache pas au tigre à cause des démons. Elle transforme le deuil en quelque chose qu'on peut porter. Ce n'est pas du symbolisme, c'est de la redistribution comportementale. Le personnage le plus doux devient le stabilisateur. Donc le hoodie n'est pas mignon, c'est de la contenance. Et une fois que vous remarquez ça, Zoé cesse d'être le comic relief. Elle devient celle qui gère discrètement les retombées émotionnelles que personne ne lui a demandé de porter. La première chose que Darby fait n'est pas héroïque. Il renverse un pot de fleurs. Ensuite, il panique et essaie de le réparer. Non pas parce qu'il le doit, parce qu'il ne peut pas laisser quelque chose de brisé. Ce n'est pas de la maladresse, c'est du soin réflexif. Moment suivant. Darby s'approche de Jinwoo et demande doucement une caresse sur la tête. Non pas pour jouer, non pas pour se produire, pour vérifier. Il se déplace vers la réassurance avant que quelqu'un nomme l'attention. Ensuite, vient le tournant. Guima donne l'ordre. Tout est sur le point de s'effondrer et Darby apporte à Jinwoo le bracelet de Rumi. Non pas pour stratégiser, non pas pour combattre, pour rappeler. Il ne comprend pas la guerre. Il comprend l'attachement. Il répare ce qu'il n'avait pas l'intention d'endommager. Il se déplace vers les gens qui se déstabilisent. Il porte des objets chargés de poids émotionnel. Darby ne change pas l'intrigue par la force. Il modifie la direction par la connexion.
Darby choisit constamment la proximité plutôt que la distance, la réparation plutôt que la réaction, le soin plutôt que la peur. C'est pourquoi il survit. Et une fois que vous suivez ce schéma, Darby cesse de fonctionner comme comique relief. Il devient la force corrective tranquille dans chaque scène où il entre. Pas mignon, structurel. Regardez Mira à nouveau. Quand le secret de Rumi est exposé, la plupart des gens pensent que Mira le comprend dans ce moment. Elle ne le fait pas. Elle le savait déjà. Quand les marques démons de Rumi apparaissent sur scène, regardez les réactions. Zoé se fige. Elle recule. Son cerveau s'efforce de rattraper. C'est du choc. Maintenant, regardez Mira. Elle est surprise, mais elle ne craque pas. Pas de panique, pas de recul, pas d'incrédulité. Ce n'est pas de la découverte, c'est de la reconnaissance. Et une fois que vous le voyez, tout le film se déplace. Mira était la première à remarquer que Rumi n'utilisait jamais de mots durs à propos des démons. La première à l'avoir parlé à un au lieu de le tuer. La première à demander directement « Qu'est-ce que tu caches ?» Ce n'est pas de la suspicion, c'est quelqu'un qui vérifie une vérité qu'elle a déjà traitée. Mira ne regarde pas Rumi comme une ennemie. Elle la regarde comme quelqu'un qui se prépare à l'impact. Pas peur des démons, peur de ce qui se passe quand la vérité émerge. Donc quand Rumi se révèle enfin, Mira n'est pas choquée. Elle est préparée. Parce que ça n'a jamais été une question de savoir si Rumi était un démon. C'était une question de ce que la révélation coûterait. Qui partirait? Qui resterait? Regardez ça attentivement. Les filles quittent le cabinet du docteur Anne et tombent sur les Saja Boys. Zoé les voit. Le popcorn explose. Mira les voit. Du popcorn partout. Ensuite, il y a Rumi. Rien. Ses yeux ne changent pas. La plupart des gens lisent ça comme de l'indifférence. Ce n'est pas ça. Maintenant, la scène du bain. Même garçon, même déclencheur. Zoé et Mira s'illuminent à nouveau. Du popcorn qui vole. Rumi reste contrôlé. À ce stade, ce n'est pas une coïncidence parce que le popcorn dans ce film n'est pas juste une blague. C'est un raccourci visuel pour le débordement émotionnel. Céline ne l'a pas entraînée à être expressive. Elle l'a entraînée à être contenue, à avaler ses réactions, à rester neutre, à garder sa composure quels que soient les stimuli. Ce genre d'entraînement ne supprime pas l'émotion. Il la compresse. Zoé et Mira réagissent vers l'extérieur. Rumi redirige vers l'intérieur. Elle n'est pas vide. Elle tient. Et une fois que vous voyez ça, ses yeux vides ne se lisent pas comme du désintérêt. Ils se lisent comme de la retenue. Regardez la foule. Les Saja Boys montent vite. Les Huntrix montent tout aussi vite. Le fandom ne fusionne pas. Ils se divisent. La moitié de la salle crie pour les Huntrix. L'autre moitié crie pour les garçons. Pas de territoire d'unité. Maintenant, figez le show des prix. Les garçons sont censés se produire en premier. Ils ne le font pas. Les Huntrix prennent la scène à la place. C'est là que ça change. Regardez le public. Tout le monde acclame. Tout le monde sauf une fan. Pas d'applaudissements, pas de sourires, pas de performance. Juste un regard. Froid. Plus tôt dans le film, cette même fille dit qu'elle adore les Huntrix. Alors qu'est-ce qui a changé? Pas le groupe, son statut. Le fandom se sent stable. Quand votre camp tient sa position, quand l'attention se réalloue, l'identité se déstabilise. Ce regard n'est pas de la confusion. C'est un investissement menacé. Si les Huntrix occupent la place des garçons, son attachement perd son avantage. Et l'exclusivité est ce qui lui donnait son intensité. Ce n'est pas idole contre idole. C'est le public contre le déplacement. Le moment où l'admiration devient territoriale. Le soutien devient conditionnel. Au début du film, Bobby vérifie les classements des idoles, les chars, les chiffres, les noms familiers. Ensuite, vous le voyez. Twice, un vrai groupe. Pas animé, pas fictif, placé discrètement en haut. La plupart des gens lisent ça comme du fanservice. Ce n'est pas ça parce que Twice apparaît encore aux Idol Awards. Leur affiche sur le mur pendant que les Huntrix se précipitent vers la scène. Figez-la. Cette affiche n'est pas une décoration, c'est du positionnement. Ce show des prix n'est pas exclusif. Plusieurs groupes sont invités, ce qui veut dire que les Huntrix et les Saja Boys ne sont pas seuls. Ils partagent l'espace avec un vrai statut dans l'industrie. Et voilà le changement structurel. On voit les Huntrix dans leur loge avant de se produire, ce qui veut dire que chaque groupe en a une. Donc, quand la caméra s'attarde sur l'affiche de Twice, ce n'est pas pour dire qu'ils existent, c'est pour dire qu'ils sont dans la pièce d'à côté. Donc, placer Twice à côté des Huntrix n'est pas une célébration, c'est un calibrage. Ça force la comparaison et la comparaison déstabilise l'attachement. Le film n'attaque pas le fandom, il le teste. Commentez Twice si vous pensez que c'était un hommage. Commentez Huntrix si vous pensez que c'était de la pression. Et si vous n'êtes pas sûr de quel côté vous êtes.